Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Emile. Enchanté. Ça fait un bail, hein, puisque c'était pour la critique de Ant-Man 3. On va revenir sur l'épisode 1 de Loki, saison 2. Par rapport à Secret Invasion, j'ai fait beaucoup plus structuré, et donc il y a beaucoup plus de trucs, et ce sera potentiellement plus intéressant. Surtout que la série, de manière générale, a l'air quand même un peu plus intéressante. Mais bon, on peut pas tirer de conclusion hâtive sur l'épisode 1, parce qu'on a connaît beaucoup de séries, notamment Moon Knight, qui ont eu des premiers épisodes très bien, puis la suite très moyen. Je peux donner mon avis d'ailleurs sur Loki, parce que moi la saison 1 de Loki, j'ai trouvé que l'épisode 1 était très très bien, et après j'étais un peu déçu par la suite des épisodes. Bah, disons que, je l'ai dit 20 000 fois, mais il y a un ventre mou dans Loki saison 1, c'est vraiment l'épisode 2 à 5, mais ils sont pas mauvais. D'ailleurs il y a de très beaux plans, il y a une très belle direction artistique dans toute la série. Mais c'est vrai que, bon, c'est un peu osef tout ce qui s'y passe. Enfin, c'est pas très intéressant, même si, au final, tout ce qu'on nous y explique est quand même assez intéressant. Surtout si ça a un impact sur la suite du MCU, évidemment. J'ai commencé avec un sondage, parce que ce qui, en fait, me pose problème, entre guillemets, c'est que on dit en français, dans la VF, le TVA, et pour moi, ça n'a pas de sens. Surtout que dans les champs, par exemple, je dis la TVA, parce que comme on le voit ici, c'est la Time Variance Authority pour moi, parce que c'est le vrai organisme qui s'appelle comme ça, et en français c'est traduit par le tribunal des variations anachroniques. Ouais, en fait je pense que c'est pour éviter la confusion avec la TVA en France qui est la taxe sur la valeur ajoutée. J'imagine qu'ils ont fait ça uniquement pour ça, mais donc moi je continuerai à dire la TVA même si c'est pas ce qu'on dit dans la série. D'ailleurs ça me perturbe énormément en VF en tout cas. Voilà, donc j'ai fait un sondage, ça fait 30 minutes que je l'avais mis, il y avait à peu près 50 votes, voilà, vous dites aussi la TVA en tout cas, bon. Donc là, petit résumé de l'épisode, donc voilà, donc Loki découvre qu'il est coincé à travers la TVA, dans le passé et dans le présent. Dans le passé on veut l'arrêter, dans le futur machin. Ensuite ils vont voir le technicien un peu du lieu qui s'appelle Ouroboros Obi, qui est technicien et qui donc lui dit d'un truc. Alors on comprend pas vraiment ce qui se passe, hein. Je pense que même voilà, on peut pas trop comprendre puisque c'est des concepts très abstraits en lien avec ce lieu qui est déjà un lieu de science-fiction. Puis en gros ils finissent par réussir à extraire Loki et à le ramener en un seul morceau en dehors de la ligne temporelle, et ça s'arrête là. Donc pour l'instant c'est comme un pilote en fait, hein. C'est pas vraiment le début de la série dans le sens où il n'y a pas l'intrigue avec celui qui demeure, les Kang et tout n'est pas vraiment enclenché. Voilà, donc je commence par les personnages que j'ai trouvé les tops. Alors c'est un peu un troll, hein, Kazé, mais voilà, Ouroboros j'ai beaucoup aimé. Alors je crois qu'il est joué par, j'arrive jamais à retenir son nom, mais Ki-Yu Kwan, qui a notamment joué dans Everything Everywhere All At Once. Il a reçu l'Oscar du meilleur rôle secondaire pour ce film. Ah oui, quand voilà. J'ai bien aimé ce personnage. Après tu pourras me donner ton avis sur ce personnage, parce que c'est surtout qu'on est dans une ère où bon, les personnages un peu à attrait humoristique sont un peu nuls, ou en tout cas bon, on les a vus 50 fois. Là, et en plus c'est difficile dans un univers où il y a énormément de personnages, d'introduire un nouveau personnage attachant et un peu différent aussi. Là j'ai trouvé que c'était très bien fait avec lui, qui est très rigolo, et en plus qui a un intérêt, puisqu'il est un peu l'équivalent de, je sais plus, c'est M dans James Bond, là, le gars qui fait un peu plein d'objets, on sait pas trop comment, pour aider le personnage principal. Je sais plus. C'est Q. Voilà, Q dans... C'est l'équivalent de Q. Voilà, exactement, c'est à peu près la même chose. Donc toi, est-ce que t'as aimé le personnage? Alors oui, moi j'ai beaucoup apprécié, sachant que dans le passé et dans le présent, c'est exactement la même personne, il ne bouge pas. Et il est toujours, enfin il ne change pas de personnalité entre le passé et le présent, et il réagit toujours de la même manière. Il a des lunettes en plus. Ce qui crée justement ces situations comiques et qui font bien rire dans la série, et on en a bien besoin de rire avec quand même ce qui se passe, qui est quand même pas très rassurant. Oui, mais c'est surtout aussi que c'est un personnage qui vraiment a un énorme plus-value. Il rajoute quelque chose de plus qui donne envie un peu de regarder les épisodes, parce que pour pas que ce soit trop commun finalement avec ce qu'on a déjà vu dans la saison 1, rajouter un petit truc en plus, c'est plutôt intéressant. Après ça se fait questionner, mais comme ils sont dans la TVA, donc normalement ils sont hors du temps, mais ce qui fait questionner, c'est quand même ils se rappellent, parce que Loki est en même temps en train d'être dans le passé
Et donc là, bah, on se dit, normalement, c'était censé déjà être arrivé, qu'ils ne se souviennent pas. Ouais, c'est assez étrange. Mais c'est une scène assez intéressante puisque là, il fait qu'est-ce qu'il vous a raconté, et là, on a directement le dialogue en parallèle, ce qui était une scène plutôt assez intéressante. Après, j'ai mis Mobius. J'adore ce personnage. Je ne sais pas pourquoi toujours. C'est Owen Wilson, l'acteur. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien quand il est là. Je trouvais que c'était déjà le meilleur personnage de la saison 1. Et là, je l'aime bien ici aussi. Bon, voilà, il a pas un énorme rôle non plus, mais de toute façon, c'est un personnage principal, donc un peu plus léger peut-être que dans la première saison. Je sais pas. En tout cas, il est certainement intéressant par ses traits de personnalité et puis toujours un peu son flegme britannique, j'ai envie de dire. Enfin, toujours posé. Il est un peu décalé. Voilà. Ouais, et puis, bon, Kesey, c'était un peu un troll, hein, c'est faux, mais pourquoi j'ai mis, parce que personnage qui donne la cohérence à l'univers, j'aime bien quand il y a des gens, parce que lui, pour le coup, il avait un rôle hyper anecdotique dans la saison 1, vraiment, on le voit 2 secondes. Là, c'était marrant, puisqu'on le revoit, j'aime bien ces personnages où ils ont un rôle un petit peu plus intéressant, bon, même si c'est pas un énorme rôle, tu vois, bon, là, j'aime bien. Bon, Loki, on va y revenir, puisque bon, c'est une série Loki en soi, et puis Sylvie, on la voit pas dans l'épisode, donc voilà. Enfin, on la voit à la scène, à la toute fin. Donc on commence avec les points positifs. Et oui, sachez que d'ailleurs, si vous voulez une critique sans spoil, j'en ferai une en short, hein, en 1 minute. Voilà, pour que ceux qui ont envie ou pas de voir l'épisode, là on est vraiment sur que du spoil. La même ambiance mais des découvertes. Alors faut savoir que c'est pas le même réalisateur, ni même d'ailleurs le même scénariste en chef que la saison 1 en fait. Là ce que j'ai bien aimé c'est qu'on est à peu près dans le même univers. Et j'avais quelques gens qui disaient un truc qui me paraît assez réel. Ça paraît plus comme une première saison partie 2 qu'une saison 2 finalement, puisque c'est la même intrigue. Bah, j'estime que c'est une saison 2, vu que normalement les séries, enfin en tout cas comme c'est une série feuilleton on va dire, la saison 2 suit la saison 1. Comme dans la majorité des vieilles séries. Aujourd'hui on fait que des mini-séries, donc la saison 1 et la saison 2 n'ont rien à voir. Mais là, on a un rapprochement Puis, que je trouve très intéressant. Après, pourquoi j'ai dit des découvertes? Parce qu'on a des nouveaux costumes, par exemple là on voit Mobius avec sa nouvelle combinaison, on voit des nouveaux lieux avec cet endroit qu'il appelle la temporisation. En VO, c'est le cœur temporel de la TVA, enfin bref, voilà. Et puis un nouveau personnage, on voit des nouveaux endroits en fait, ce qui est assez intéressant, j'aime bien, puisqu'on voit vraiment l'immensité de ce lieu qu'est la TVA, on sait même pas trop où s'arrête ce lieu, quoi, en fait. On a énormément d'étages, du coup, je pense, avec les ascenseurs, etc. Donc voilà, cette cohérence, finalement, d'univers, c'est bien. Parce que je pense il doit exister des séries où ça a à peu près rien à voir en termes de direction artistique de la première saison à la deuxième saison, quand il y a des nouvelles personnes qui bossent sur le truc. Le concept passé, présent, futur, donc où, bon, après, il y a c'est un peu de facilité scénaristique. Pourquoi est-ce qu'il retourne pile au moment où il est, enfin la temporalité où il est parti? Bon, on peut l'admettre, mais oui, simplification scénaristique, mais qui sont utiles dans le fil rouge, dans la ligne de l'histoire, la ligne temporelle, si je veux dire. Ouais, j'ai bien aimé. Enfin, c'est vraiment, si je devais définir ce premier épisode, c'est passé, présent, futur. Oui, on parlait de Ouroboros tout à l'heure, qui est le titre d'ailleurs de l'épisode, hein. C'est effectivement ce truc de serpent qui se mord la queue. Et en fait, c'est un peu la définition de l'épisode, et même, j'imagine, une allégorie un peu de la série, dans le sens où, c'est peut-être, on assiste à une boucle temporelle, comme je l'avais en théorie. Peut-être qu'en fait, celui qui demeure est tout prévu pour revenir exactement au même endroit, etc., puisque les lignes se sont rétablies. Enfin, on ne sait pas exactement, j'en avais fait une vidéo pour comprendre, mais c'est pas facile. D'ailleurs, j'attends de cette saison 2 qu'elle réponde à ce... D'ailleurs, pourquoi Loki est sauvé? Parce que, en toute logique, si Sylvie, est devenu comme celui qui demeure, à pouvoir se balader entre présent, passé et futur, et dans l'espace, elle peut très bien savoir à quel moment Loki sera où, et donc le sauver en conséquence. Ouais. Après, Sylvie, on se demande tous qu'est-ce qu'elle va devenir, qu'est-ce qu'elle va faire, et surtout, qu'est-ce qui va en être de tous les autres Kang. On sait dans la scène post-crédit que elle est partie, elle s'est barrée du lieu qui s'appelle la fin des temps, donc ça se trouve elle a abandonné carrément le truc en laissant les choses se faire.
ce qui est peut-être pas une bonne solution en vrai. Après, j'aimerais te demander de poser la question parce que j'ai presque l'impression qu'ils savaient pas vraiment où aller avec la toute fin de la saison 1 en fait. Là où ils se retrouvent dans un endroit où c'est Kang, une grande statue de Kang, et les gens ne le connaissent pas. J'ai presque, alors c'est peut-être pas une vraie impression, mais presque l'impression que ils se sont dit ouais mais en fait c'est pas trop ce qu'on veut raconter dans la saison 2, donc on va faire croire qu'il est juste coincé dans le temps. Tu vois. C'est peut-être pas ce sur quoi ils étaient partis au tout début. C'est possible. Parce que là, tu vois que c'est pas un point central, ça n'apporte finalement rien à l'intrigue de la série. C'est juste l'intrigue de l'épisode 1, c'est juste de le faire revenir dans le présent pour finalement faire avancer cette intrigue de base en fait. Ouais. Bah, disons que c'est vrai qu'on se demande pourquoi Loki précisément est en errance temporelle. Ouais. Voilà, pourquoi c'est lui et pas quelqu'un d'autre. Bon, bien sûr, il a été avec Sylvie, mais pourquoi elle l'aurait mis en errance temporelle? Là-dessus, c'est un point. Voilà, je pense que c'est pour sauver ce qu'ils avaient dû faire dans l'épisode 6 de la saison 1 de Loki. Mais je pense que c'est le fait qu'elle l'ait renvoyé dans le passé, je sais pas trop comment elle a pu en tout faire. cas, c'est ce qui donne tout son peps à l'épisode, donc on peut pas... Ouais, et puis voilà. La musique. La musique, donc toujours signée Nathalie Hall qui avait fait la première saison. Je trouve que là, la musique intervient au bon moment pour donner cet aspect un peu épique ou dramatique même par moment, qui est très intéressant. Et il n'y a pas souvent de musique en fait. Il y a des musiques dans les points clés en fait. Et je trouve ça hyper efficace. Et la musique, elle est très originale et très bien. En fait. J'aime beaucoup l'originalité de cette musique qui nous change un peu de toujours les musiques à la Avengers dans chacun des films super-héros. Là, on a une musique quand même qui se reconnaît très facilement. Voilà, qui se reconnaît très facilement, mais qui est unique en son genre. Et qui nous emporte en même temps dans l'univers de Loki, dans une autre dimension finalement. Mais je comprends ce que tu veux dire. Enfin, toutes les musiques sont en soi différentes, mais là c'est vraiment pas un truc propre au style Marvel. D'ailleurs, ça va un peu avec justement cette série qui n'a à peu près rien à voir avec ce que peut proposer le MCU. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a une espèce de différence. On passe au point négatif. Alors, je sais pas, ça c'est un point... Enfin, j'ai pas trouvé énormément de points négatifs à l'épisode, je trouve que ça se tient bien, c'est bien, en plus ça fait plus de 40 minutes et pourtant ça passe quand même très rapidement. Donc voilà. Alors la statue de Kang, on voit à la fin de la saison 1, elle est contre un mur, vraiment dans un espace clos. Là, on voit bien qu'elle est en plein milieu de la TVA, enfin bref, vous dites comme vous voulez. Et du coup, est-ce que c'est la même ou est-ce que c'est une différente? Dans ce cas-là, j'ai trouvé ça bizarre, enfin ça m'a paru bizarre, mais ça se trouve c'est une autre, mais dans ce cas-là, ça n'a aucun rapport. C'est juste que pourquoi il passe de contre un mur au plein milieu de la TVA, tu vois? Ça j'ai pas compris. Ça se trouve, c'est pas très grave, hein, mais ça m'a paru bizarre sur le coup. Ensuite, ils se souviennent pas. Alors oui, parce que pourquoi Ouroboros et qui Obi se souviendrait que Loki est venu le voir et pas Mobius, qu'il y a un Loki qui se souvenait de lui et qui était là dans son passé, et pareil pour Kazé ou autre qui l'avait vu dans le passé, pourquoi ils ne se souviennent pas de ce moment-là, tu vois? Par exemple, mais Mobius ne l'a pas vu dans le passé. Si, il lui dit mais Mobius c'est moi, je ne vous ai jamais vu ou un truc comme ça. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais après il voit énormément de variants et tout. Oui, quand c'est un détail, il l'a vu même pas quelques secondes. Puis il y a même cette histoire, il y a cette histoire de comment dire, de qu'ils leur effacent leur mémoire, leurs souvenirs et tout. Mais alors pourquoi pas Obi dans ce cas? Parce qu'ils ont pas le temps peut-être. Je sais pas, de toute façon lui personne ne le voir. Oui, et puis comme lui, peut-être que celui qui demeure savait que il le dérangerait pas. Pas besoin de lui effacer la mémoire. Ouais. Lui, il bosse pour nous tranquillement. C'est un génie. Ouais, voilà. mais dans ce cas-là, Mobius se souviendrait pas de l'avoir. Quoique, il s'en souvient même pas en fait qu'il a vu Obi. Et dans ce cas-là, pourquoi il se souvient où il faut aller? Parce que ce qu'ils expliquent, c'est que Mobius, on lui a effacé régulièrement la mémoire. Ok. Et il se peut. D'ailleurs, j'y pense. Mais le fait que Mobius ait rencontré Ouroboros. C'est peut-être parce que Mobius lui-même, quand il était variant et pourchassé, il s'est retrouvé devant Ouroboros, et après on lui a enlevé la mémoire. Mais tu vois, j'ai presque l'impression qu'il y a des indices dans la série qui vont être réutilisés par la suite, tu vois. J'imagine des trucs du style, en fait quand ils se sont croisés dans le passé, c'était justement pour résoudre une énigme en lien avec... J'ai l'impression que le temps est très important, puis on a vu une affiche avec une horloge et tout, donc...
Il y a vraiment cette notion-là qui est beaucoup plus importante, là où c'était plus le côté variant et tout dans la saison 1. Où je comprends pas trop, ça se trouve c'est pas du tout un point négatif, pareil pour la statue de Kang. C'est des points négatifs qui ne peuvent... Alors Loki, pas vraiment Loki. Et moi c'était mon problème principal également avec la saison 1. Même s'il avait toujours... On savait toujours pas si est-ce que oui ou non il était gentil ou pas. Mais là, pour le coup, c'est vraiment un Loki full gentil, full bienveillant. Ce qui faisait le charme du personnage, d'ailleurs même dans les comics ou même voilà, c'est que il est très controversé. On ne sait pas trop ce qu'il pense et généralement il est un peu malveillant par moment. Là, on n'est plus du tout sur ce Loki-là. Le Loki a carrément changé. Après, c'est un variant, donc effectivement. Oui, et peut-être aussi que c'est le Loki qui se retrouve face à une situation où le monde pourrait ne plus être ou être complètement détruit. Et c'est peut-être ça qui le fait qui se rend compte du bon côté. Qui se rendent compte que tous ces plans de conquérir la Terre et tout, c'est un peu dérisoire, puisque c'est qu'une réalité parmi 20 000 milliards d'autres, et que du coup son ego baisse un peu en se rendant compte de l'immensité de ce qui existe. Moi, c'est pas que ça me dérange, c'est que bon, ça paraît quand même très différent de ce qu'il était dans les films du MCU. C'est pas le Loki qu'on voit dans Après voilà, c'est pas les mêmes, c'est deux différents, donc on peut admettre ça. Peut-être un peu tiré par les cheveux, dans le sens où il y a beaucoup de trucs un peu qu'on comprendrait pas. Enfin, je dis pas qu'on nous prend pour des débiles, mais limite c'est presque ça, dans le sens où on nous dit des trucs hyper compliqués que même l'esprit humain peut pas imaginer, puisque voilà, ce lieu et machin, et puis on nous dit bah assimile ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et du coup on peut pas trop se poser de questions, remettre en question l'histoire et tout, puisque en fait c'est des trucs tellement abstraits que même la temporisation, le lieu où le temps brut, comme il dit, est transformé en ligne temporelle, c'est des trucs tellement abstraits qu'on peut pas dire ou pas si c'est logique ou pas en fait. Mais à la fois bah c'est comme ça, c'est un peu le jeu d'admettre tout ce qui se passe. Donc c'est pas très grave. Après, c'est justement le problème de... Bah, on peut pas tout comprendre. C'est un peu le problème du truc. C'est que on a du mal à tout assimiler. Après, on se met aussi dans la peau de Loki qui, lui non plus, il comprend pas grand-chose à ce qui se passe. Enfin, j'ai appelé ça moment théorie, mais c'est pour analyser un peu ce qui s'y passe. Là, on voit le moment où il est dans le futur. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est une scène assez énigmatique, hein, d'ailleurs, où bah, on a Loki qui est dans le TVA. Donc d'ailleurs, c'est un TVA. Bon, je veux dire le et la TVA, enfin, je vais faire qu'alterner, mais... où il marche un peu dans les couloirs. D'ailleurs, c'est un TVA qui a l'air de partir vraiment en vrille dans ce futur-là. Bon, il y a des gens qui courent, qui se déplacent et tout, on sent un peu la panique. Et là, tout d'un coup, il se retrouve dans un couloir un peu isolé. Et il y a le téléphone qui sonne. Il s'approche du téléphone. Et là, alors on le voit pas là, ici, mais on va le voir au montage. Il y a on voit vraiment très furtivement, il y a quelqu'un, mais on voit très flou en fait. Il y a quelqu'un à l'arrière de Loki. Mais vraiment, on voit une silhouette. Mais on l'entreaperçoit, elle est vraiment floue, donc on peut pas discerner qui c'est exactement, et qui va finir par brouiller Loki lorsqu'il rencontre Sylvie. Sylvie lui dit « Ah, enfin te voilà », donc elle le cherchait. Moi, j'ai une théorie sur ce futur qui, pour moi, n'est pas un futur très lointain, c'est un futur de la série Loki, où bah, c'est la suite de la série, où il va y avoir une intrigue à un moment, où Loki doit retrouver... Sylvie doit retrouver Loki pour le brouiller, pour le sauver, en fait. Un truc comme ça. Mais alors, qui est derrière? La question, c'est... Au fait, par rapport à cette théorie, moi, il y a justement quelque chose qui me dérange, c'est que Loki, il entend ce téléphone, mais il marche aussi tellement simplement, alors qu'il sait qu'il a plus beaucoup de temps devant lui. Il est tranquille, hein, voilà, il s'avance. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Ouais. Alors, la question, c'est qui est ce téléphone? En fait, cette scène, à mon avis, on la reverra dans la série pour nous l'expliquer, en fait. Pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Donc... À l'arrière, j'ai fait donc qui pourrait être derrière lui. Bon, il y a les possibles, Loki tout court. En fait, le Loki du futur, qui le brouille lui-même. Ça paraît pas horrible comme théorie. Victor Timely / Kang qui, à ce moment-là, voudrait le tuer ou autre. Et en fait, il le sauve en faisant ça. Voilà. Et X5, donc un nouveau personnage qui a l'air... qui peut avoir ce côté un peu effrayant, donc il pourrait faire ce truc. Voilà, bon, ça, à mon avis, ce sera Loki, hein, mais... Ça pourrait être Mobius aussi. Ça pourrait être n'importe qui, mais je pense plus que c'est Loki, parce que pour nous faire cet aspect un peu méta, même si... c'est sûr. Même si on s'en rend... Enfin, je veux dire, on le devine, quoi. On devine que c'est sûrement Loki lui-même qui se brouille à ce moment-là. Là, il y a un truc que j'ai trouvé hyper intéressant, et je pense qu'en fait...
à un moment il ferme les portes et tout parce que pour stabiliser entre guillemets la TVA et quand il se retrouve dans le futur on voit donc que ces stores sont fermés, donc ce qui est logique. Et pour moi c'est un processus de mise en scène très intéressant parce que à mon avis de l'autre côté il n'y a plus du tout la même chose que ce qu'on voit dans l'épisode 1. Ou en tout cas ça change drastiquement. À mon avis il va vraiment y avoir un truc avec cet endroit là. Parce qu'on voit les stores fermés. Et là, vous voyez à gauche, là, c'est le moment où il y a les stores ouverts, donc on voit très bien. Là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est différent. Ça se trouve pas du tout, je dis n'importe quoi, mais dans ce cas-là, ce serait un processus de mise en scène intéressant pour nous cacher la réalité. Et que si on revoit cet épisode, on se dira, ah bah oui, bah c'était caché, on pouvait pas le voir. Et voilà, on voit aussi, donc brièvement, cet écran du multivers qui est plus du tout le même que celui qu'on voit tout à droite, qui est dans l'épisode... enfin c'est du coup pas du tout la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Et à mon avis ça on le découvrira, pourquoi c'est comme ça. Il y a une espèce de truc qui bloque les réalités et tout. Est-ce que c'est lié avec Kang ou autre? J'en sais rien. Mais du coup là c'est difficile de théoriser puisqu'on connaît pas vraiment comment marche ce tableau et tout, mais on dirait vraiment qu'il y a un truc qui canalise tout. Et peut-être que ce serait expliqué aussi dans d'autres films du MCU. Ouais, mais... Parce que comme il y en a beaucoup qui ne vont pas voir la série Loki, mais qui vont aller voir les films du MCU, il y aura forcément quelque chose qui va être expliqué. Il faudra introduire la TVA à un moment, parce que bon, c'est tellement important comme réalisation. Alors effectivement, c'est pratiquement sûr, Deadpool 3 s'en chargera. Alors Deadpool 3, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il arrivera, mais j'imagine que on parle de multivers, on parle de variants, on parlera de la TVA interviendra à mon avis à ce moment-là, sera introduite à ce moment-là, surtout pour un film qui a l'ambition d'avoir pas mal de box-office, donc je pense que ce sera facilement introduisable. Mais là à mon avis c'est pas un futur lointain du style The Kang Dynasty ou autre, c'est juste la suite de la saison 2 qui se passe à ce moment-là. Le futur n'est pas vraiment le futur très lointain comme on pourrait l'imaginer, comme par exemple quand il est dans le passé, c'est donc 400 ans avant ou 500 ans avant. Il y a ce moment-là où il est dans le passé. Je pense que c'est le passé avec les différents profils de Kang là sur la salle des réunions et tout. Ah oui, il explique qu'il était dans le passé. Mais donc ce serait un passé bien antérieur. Au début de la TVA peut-être. Oui, à mon avis c'est ça. Ou alors c'est dans le futur, mais... C'est dans le futur, mais pourquoi? Ouais, c'est bizarre. Donc oui, il dit... c'est Kang qui parle dans cette espèce de magnéto, enfin je sais pas trop comment dire. Et il dit, bon, Ravonna Renslayer, je suis content de diriger à tes côtés, en fait. Dans la saison 1, Ravonna, elle a pas l'air consciente de ce qu'il y a derrière les gardiens du temps qui sont factices. Donc en fait là, à mon avis, c'est peut-être qu'au début ils étaient alliés, puis elle s'est fait effacer la mémoire, et c'est pour ça qu'au fond d'elle, elle garde toujours que il fallait défendre les intérêts de celui qui demeure et autres. Sachant que, dans les comics, Ravonna, c'est la bien-aimée de Kang, en fait. C'est sa muse, entre guillemets. D'ailleurs, il y a un arc très intéressant où il a le choix de pouvoir de mort et de vie. Et il choisit finalement le pouvoir de mort pour tuer les Avengers au lieu de ressusciter Ravonna, enfin bref. Donc, pour les gens qui ne se souviennent pas, bah, c'est un personnage très lié à Kang, finalement. Et donc potentiellement très lié à la suite du MCU, donc c'est assez logique qu'elle était alliée à Kang en fait à un moment. Enfin, ma note de l'épisode c'est 5 étoiles parce que j'ai rien trop d'important à redire. Je vais pas dire ah ça c'est mauvais, j'ai rien trouvé de mauvais en fait. C'est pas un épisode. À part peut-être quelques simplifications scénaristiques. Oui, mais après c'est vrai que premier épisode, je trouve ça quand même très quali, à la hauteur de l'épisode 1 de la saison 1. Même peut-être un petit peu mieux, parce qu'il y a plus d'action, enfin je veux dire, je sais pas en fait. Après j'étais fatigué moi au moment de regarder cet épisode-là, et il m'a réveillé, enfin il m'a... questionné. Il m'a tenu... Ouais. Voilà. Voilà. Donc est-ce que t'as un avis finalement au bilan à donner sur cet épisode? Bah moi je trouvais que c'était un très bon épisode, qui... pour l'instant, surélève un peu le niveau qu'on a eu des derniers films Marvel. Et donc, j'espère que on aura cette tension, cette envie de continuer autant pour les prochains projets Marvel et pour les prochains épisodes de la série Loki. Mais c'est surtout, moi, ce que j'ai trouvé très positif, c'est tout ce qui est direction artistique, c'est-à-dire les décors, les costumes, même les effets spéciaux, qui sont, je trouve... très bien fait. Je trouve tout ce qui est TVA machin, j'ai trouvé que voilà, il y avait rien trop d'important à redire. J'ai hâte de voir le budget de la saison de Loki
parce que à mon avis elle est pas si loin de le Secret Invasion par rapport aux deux. Je trouve qu'il y a un budget qui est quand même un petit peu mieux utilisé que l'autre. Je dirais pas lequel, mais mais voilà, j'aime beaucoup en tout cas tout ce qui est plus différent. Ça sort des sentiers battus et c'est ça qui est intéressant. Bon, bah si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner évidemment pour des shorts ou pour la critique de l'épisode 2. N'hésitez pas à vous abonner à 10 minutes de Culture G. Bah s'ils veulent, mais bon. Subscribers, rassemblement.